La suite du Grand Ligue qui est toujours avec notre invité, M. Kabeya Mutoke. Kachama, je n'oublie pas le deuxième nom, Kachama Mutoke, membre du Conseil national de congrès des démocrates pour le progrès social, dont vous êtes d'ailleurs le chargé de communication. La démarche, si on comprend, dès 2009, il y a cette crise qui couvre quand même au sein de l'UDPS, une crise avec d'un côté les ténors du congrès, dont vous faites partie, et de l'autre, ceux qui sont opposés au congrès parce qu'ils craignent que ce soit l'occasion d'écarter Tshisekedi, malade, de la gestion du parti, c'est ça? Bah, donc, c'est-à-dire que, comme on dit, si on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. L'objectif de Rigini n'était pas de remplacer Tshisekedi, c'était de renforcer l'enracinement du parti. Sauf que Maman Marthe vous appelle avant ce congrès pour vous dire pourquoi vous obstinez. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Alors, la question que vous voulez poser en tant que Congolais, oui. Une organisation comme l'UDPS, qui avait gagné plus de 20 qui a vu des gens sacrifiés, des gens qui sont morts, les gens qui ont perdu leur bien, les gens qui ont été complètement dépouillés de tout. Est-ce qu'une telle organisation dépend d'un individu, soit-il la femme de Tshisekedi? Donc, moi je vous réponds juste pendant la période que M. Tshisekedi a fait la tournée ici en Europe. C'est moi qui l'accompagnais dans tous les contacts. Un jour, ma fille était malade. Je suis venu, je lui ai dit, je ne pourrais pas vous accompagner aujourd'hui, je dois m'occuper de la santé de ma femme, de mon enfant. Maman Max qui me rétorque pour me dire, entre la terre malade et l'enfant malade, qui allez-vous choisir? Est-ce que vous choisissez la terre pour que vous ayez la possibilité d'enterrer votre enfant, ou vous choisissez l'enfant et si la terre meurt, vous ne saurez pas l'enterrer? Alors moi, c'est la question que chaque fois quand j'intervenais, je lui rétorquais. D'accord. Donc que maman Marthe fasse un choix entre un pays malade et ses sentiments personnels. Donc j'en appelle à sa propre conscience pour l'intérêt de mon pays. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas des Kabeya, de Belchika, de Tshisekedi, on parle de l'avenir du pays, du Congo. Quel sera le Congo demain? Quel Congo laisserons-nous à nos enfants demain? Aujourd'hui, le pays est pratiquement, il y a à genoux. Des enseignants des universitaires, nos compatriotes qui ont publié un livre, La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Si demain nous n'avons plus ce Congo-là, allons-nous continuer à nous battre sur nos intérêts personnels? Moi je pense que quand on fait de la politique, il faut faire de la politique pour une bonne cause. Alors, M. Kabeya, dès 2009, vous sentez qu'il y a un coup à jouer. On rappelle quand même que Tshisekedi l'UDPS avait raté le rendez-vous de 2006, les élections de 2006. Et en 2009, nous sommes à 2 ans des élections de 2011. Votre démarche s'inscrivait-il dans une volonté d'ancrer l'UDPS dans l'échiquier politique, ou tout simplement, comme beaucoup vous l'ont prêté, une façon d'écarter celui qui empêchait l'UDPS de prendre sa place parce que vous redoutiez qu'encore une fois, ils ne veulent pas aller aux élections? Pas du tout. L'UDPS n'est pas quand même une ONG, une organisation de droits de l'homme. On ne va pas toujours condamner, dénoncer les abus du pouvoir. L'objectif d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir, le gérer et le garder le plus longtemps possible. Donc notre démarche, après avoir étudié, après avoir analysé toutes nos défaillances, je ne dis pas que toutes les fautes retombent sur M. Tshisekedi. Nous avons une part de responsabilité dans le chaos qu'a connu l'UDPS. Parce que vous évoquez les élections de 2006. Les élections de 2006, qui a décidé que l'UDPS n'ira pas aux élections? Parce que les statuts du parti précisent bien que toute décision à caractère national ou international sont prises au niveau des organes centraux. Qui avait pris, y a-t-il un procès verbal?
où c'est acté que l'UDPS n'ira pas aux élections. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est M. Moubaké qui est passé sur une antenne pour dire l'UDPS n'ira pas aux élections. Moi, depuis Paris, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé M. Tshisekedi, parce que j'avais la facilité. À l'époque, vous aviez la ligne directe. Vous l'avez encore. Pas du tout. La ligne, le téléphone rouge. Non, je suis bon pour être pendu. Alors, j'ai appelé M. Tshisekedi, j'ai dit, Président, la décision de ne pas aller aux élections a été prise à quel niveau? Il me répond, parce que comme il aime toujours m'appeler par mon prénom, que je n'utilise pas, Sophoria, vous me connaissez, la décision n'a pas été prise par moi. Vous l'avez suivi, c'est Valentin Moubaké qui est allé faire la déclaration à la radio. Moi, il dit, mais qui est, moi je lui ai rétorqué, il dit, Président, mais qui est le président du parti? C'est Moubaké ou c'est vous? Il dit, non, mais vous êtes un cadre. La remarque que vous me faites, appelez Moubaké, faites-lui aussi la remarque. On a coupé, j'ai appelé Valentin Moubaké. J'ai dit, mais sur quelle base vous pourriez aller dire que l'UDPS ne participe pas aux élections? Est-ce que c'est une décision du comité national ou vous êtes président national ou vous êtes le président du comité national? Parce que normalement une telle décision devait être prise au niveau de tous les organes centraux réunis, convoqués dans une réunion extraordinaire, c'est-à-dire la présidence du parti, le collège de fondateurs, le comité national, le secrétariat général. À quelle réunion cette décision a été prise? Non, de toute façon, c'est Pipo, les Belges veulent imposer Kabila au pouvoir, donc même si on allait aux élections, c'est juste pour humilier le président. Mais ça, vous ne pouvez pas prendre une décision toute seule. C'est une décision qui devait être prise collégialement. Donc voilà pour le 2006. Donc tout ça, ce sont des rendez-vous manqués. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Ouais. Sauf que ça, c'était en 2006. 3 ans après, Valentin Moubaké était toujours là, et en très bonne position, pour quand même vous faire ravaler quand même toute la démarche, tout ce qui a été travaillé par votre congrès. Je précise quand même que ce congrès s'est tenu, comme vous le rappelez, à Rigiri. On avait validé comment vous appelez ça, la représentativité de tous ceux qui étaient là. Mais sauf qu'une année plus tard, eh bien, l'aile de Moubaké va arriver avec un autre congrès. Non, ce n'est pas l'aile de Moubaké comme tel. Je vous signale que à un certain moment, si vous avez suivi l'histoire du DPS, Moubaké a été exclu, suspendu. Suspendu, oui. Moubaké est rentré dans les grâces par le canal de Maman Marthe et de ses enfants. D'accord. Donc tout ça, c'était juste parce que avec les tournées, l'organisation que le comité organisateur du premier congrès avait mise en place. Oui. Après le dialogue intercongolais, après le raté des élections de 2006, je peux vous rassurer, le parti était inexistant à l'intérieur du pays. Donc c'est le comité organisateur, sous la présidence de l'ambassadeur Belchika, qui a réactivé le parti en province. On peut dire que vous n'avez pas été bien remercié. On n'a pas été bien remercié, oui, sur le plan personnel, mais moi plutôt, je plains mon peuple. Mon peuple qui avait fondé son espoir, cette fois-ci dans l'UDPS, pour changer les choses. L'UDPS, parlons-en, a toujours prôné la gestion démocratique, l'esprit démocratique. Vous, quand vous rentrez en congrès, vous présentez des statuts pour coller, entre guillemets, à ce délai de la démocratie. Et en face, on présente d'autres statuts qui sortent une année plus tard et qui, en quelque sorte, consacrent cette scission entre idéologiques, même, je dirais. Est-ce que, et c'est là que je vous repose la question, comme on aime bien le dire maintenant en France, droit dans les yeux, votre article, le premier sur le président national, n'avait pas assez élevé M. Tshisekedi, ce que les autres vont arriver à mettre quand même la primauté du président du parti, en faire un intouchable. Et ce que vous n'avez peut-être pas compris. Je vous signale que les statuts qui ont été adoptés au congrès de 2009 étaient un fruit du travail de la commission de révision statutaire démarrée juste après Samsiti au niveau du comité national.
C'est l'ambassadeur de Tika qui était le président de cette commission-là, de révision des statuts. Oui. À la demande du collège de fondateurs, et sous insistance, je souligne, sous insistance de M. Tshisekedi. Oui, il a demandé à la commission statutaire. Non, ça c'était à 72 heures, c'était pour le Congrès. Oui. Mais pour la révision des statuts, parce que les statuts là ne sont pas tombés comme ça. Le Congrès est venu pour adopter les travaux de la commission préparatoire du Congrès. Oui. Mais avant la commission préparatoire du Congrès, il y avait la commission de révision des statuts au sein du comité national. Donc l'organe, disons l'organe législatif du parti. Bien sûr. Donc, dans la révision des statuts, à la demande du collège des fondateurs et sous l'insistance de M. Tshisekedi, je souligne ce point-là, M. Tshisekedi a demandé à ce que les nouveaux statuts soient impersonnels pour que le parti puisse survivre au fondateur. Au père fondateur. Au père fondateur. Donc, la révision des statuts, parce que vous le soulignez, si nous prenons les statuts du Congrès d'avril 2009, sur le plan doctrinal, donc la primauté des organes sur les individus, nous sommes partis sur ça. Parce que M. Tshisekedi lui-même avait demandé... C'est une recommandation. Sur sa recommandation, il faut que les statuts soient impersonnels. Alors, M. Kabeya Kachama Mutoke, nous sommes là. Vous le dites bien. Est-ce que si vous n'aviez pas, bien sûr c'était sa recommandation, mais n'oubliez pas quand même, on est un peu, on aime bien être pris comme une diva, se faire prier. Est-ce que vous, puisque les autres, en mettant Tshisekedi comme un intouchable, la primauté du président sur les organes, eh bien ils l'ont emporté. Dans quel intérêt? Tshisekedi c'est un être vivant, c'est un être humain. Oui. Demain il peut ne pas être là. Oui. Si vous regardez les statuts de 2009, on a fait de Tshisekedi un homme organe, exceptionnellement, pour récompenser ses efforts. Son combat. Son combat. Oui. Donc il a été fait un homme organe. Mais sur le plan fonctionnel, la primauté c'était... Le Conseil national. L'organisation telle que c'est sorti, c'était le Congrès, le Conseil national, au sein duquel il y a le président national, le comité exécutif national. Ça, c'est les organes centraux. Donc, il y avait le président national nomme et le cas échéant révoque après avis conforme, donc contraignant, du Conseil national. Or, c'est un avis obligatoire. Oui. Alors, pour faire le parallélisme avec le congrès de 2010, je vous signale que le congrès de 2010, ça a été, on a lancé l'ouverture le 10, jusqu'au 14, à 5 h du matin, le bureau provisoire n'était pas encore mis en place. Donc, on a mis le bureau provisoire vers 5 h du matin, et à 14 h, M. Tshisekedi est venu clôturer le congrès. Donc, il n'y a pas eu de travaux en commission, ni des travaux en plénière. Les statuts dont on parle ici, qui ont été déposés chez le notaire, n'ont jamais été débattus, ni à la commission, ni en plénière. Je ne sais pas. On ne peut pas donner des leçons de morale, de respect de texte, de respect des constitutions aux autres, quand on n'est pas en mesure de gérer conformément au texte une petite organisation sur des textes sur lesquels on s'appuie. Oui. Je signale quand même qu'aujourd'hui, vous parlez au nom du CDPS. Oui. Donc, c'est le Congrès des démocrates pour le progrès social. Pour le progrès social. C'est-à-dire, vous continuez, vous, à vous appuyer sur ces statuts de 2009 que vous avez quand même arrangés. Alors, est-ce que, avec ces nouveaux statuts de CDPS, vous disposez encore d'hommes organes, puisque c'était une sorte de récompense? Non. Voilà. D'ailleurs, les statuts, du fait que avec cette scission-là, toutes les démarches de réconciliation n'ayant pas abouti, oui. Parce que, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que nous on a pensé que du fait que M. Tshisekedi était isolé
du cadre du parti, de l'environnement politique du pays, par son retour au pays, parce qu'il y a un des statuts du parti qui dit que le président national est le garant de l'unité du parti. Avoir les ailes au sein d'un parti, ce n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs que ça permet de dynamiser le fonctionnement même du parti. Bon, on le voit ici avec dans différents partis. Bien sûr. Donc, pour nous, le fait qu'il y avait... Vous étiez prêt à rester au sein du parti comme une tendance, quoi. Parce que c'est nous qui avons même organisé l'accueil de M. Tshisekedi à son retour. C'est nous qui avons organisé l'accueil de M. Tshisekedi. C'est l'aide de Guinée. Nous nous sommes retrouvés avec nos amis de l'IMET pour dire taisons nos divergences, essayons d'accueillir le président d'une façon correcte et digne. L'aide de Guinée, les responsables de sécurité, ont été reçus par le commandant de la ville de Kinshasa pour organiser les choses. C'est à l'arrivée en Dili que les choses qui ont été convenues la veille, on a trouvé qu'il y a eu changement. Donc, les enfants, les autres, avaient donné l'ordre au commandant de l'aéroport de Dili pour empêcher à ce que l'aide de Guinée n'entre pas, ni dans le parking, ni au salon d'honneur, ni sur le tarmac pour accueillir M. Tshisekedi. Je vous signale que même le fondateur, le feu Nkoedi qui vient de mourir, qu'on a enterré l'année passée, a été humilié à l'aéroport d'Indili. Ne parlons même pas de l'ambassadeur Betika et les autres. Ils ont été humiliés sur le parking alors qu'ils sont allés pour... ce sont eux qui avaient mobilisé toute la masse pour accueillir le président. Donc, quelque part, ce congrès qui était nécessaire pour donner une vraie existence juridique à l'UDPS a été un peu le congrès du malheur. Mais 2011 a été aussi un grand rendez-vous. Aujourd'hui, je ne sais pas si le CDPS a pris part à ces élections et comment, si cela a eu lieu, qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que le peuple a compris votre démarche pour donner quelques élus? Non. Les élections de 2011, malgré les divergences qu'il y a eu, nous sommes restés dans la lignée des résolutions du Congrès. D'accord. Parce que parmi les résolutions, il était prévu, donc il a été arrêté que l'UDPS présentait le seul et unique candidat à la présidence, c'était M. Tshisekedi. Bien que toutes les démarches qui ont été menées à son retour à Kinshasa n'ont pas abouti, nous avons dit nous respectons les textes pour le candidat à la présidence, du fait que le Congrès avait désigné M. Tshisekedi comme seul et unique candidat à la présidence, nous allons faire la campagne pour M. Tshisekedi. Mais par contre, pour la partie députation et autres, nous allons présenter nos candidats. Nous avons... Est-ce qu'ils ont été bien acceptés? Malheureusement, avec la campagne que M. Tshisekedi a menée dans les différentes conférences de presse, vous savez que notre peuple est ce qu'il est, avec une compréhension fanatique et autres, du fait que M. Tshisekedi présentait l'aide de Guinée comme étant l'aide corrompue. Donc, il paraît qu'on nous aurait donné, je ne sais pas, des millions. Moi, j'aurais touché 600 000 $ par l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Tibanda, du fait qu'il est de mon village. Je vous signale que je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas, mais partout, on a cru que Tibanda m'aurait donné de l'argent, du fait que j'animais le groupe média de l'UDPS et que j'ai démontré que la façon dont les choses sont préparées, l'UDPS risque de rater encore un autre rendez-vous. Malheureusement, l'histoire me donne raison. Et non seulement l'histoire vous donne raison, ce livre blanc sur l'UDPS que vous avez sorti, bon, bien sûr, c'est marqué février 2011, mais je pense que c'est sorti après les élections de 2011. Oui. Quand on reprend ce livre blanc, est-ce que c'était vraiment nécessaire de sortir un livre blanc pour appuyer là où ça fait mal? Je pense que notre peuple quand même a le droit de connaître la vérité. Je pense que notre peuple a le droit de connaître la vérité. Parce que
l'UDPS a créé beaucoup d'espoir au fin fond du Congo. Hein? Bien que d'une façon de taquiner, on dit que c'est un parti de Baliba, non. L'UDPS c'est un patrimoine national. Puis que malheureusement aujourd'hui, la famille Tshisekedi a transformé ça en Ligablo de famille. L'UDPS a connu beaucoup de sacrifices des non-Kassaïens de toutes les provinces. Malheureusement, par un mauvais management, on a déçu tous ces espoirs-là. Donc il était important pour nous de sortir ce livre pour expliquer au peuple congolais ce qui s'est passé réellement. Parce que je vous signale qu'il y a beaucoup de choses, connaissant les faiblesses de Tshisekedi, considérant que c'était la seule carte pour le Congo à cette époque-là. Une carte quand même importante. Oui. Qu'il fallait faire jouer. On a tout fait pour couvrir ses erreurs, pour couvrir ses faiblesses et ses manquements. Quelques exemples. Tout simplement. Quelques exemples. Aujourd'hui, si la postérité de la même façon que, bien que les gens reconnaissent que Lumumba a été un héros, mais beaucoup aussi ont pointé son manque de tact, son manque de diplomatie. Prenons sur le plan diplomatique, on a vu Tshisekedi venir ici, on se disait, tiens, ça y est, il a pu montrer une bonne face, mais à la fin on se rend compte que le résultat n'est pas là. Qu'est-ce qui pêche en termes de diplomatie dans la démarche, dans la stratégie de l'UDPS depuis sa création? Nous l'avons signalé dans le livre, la politique elle est dynamique, la politique n'est pas statique. Moi, ça c'est mon analyse personnelle, qui m'engage que moi. Je crois que M. Tshisekedi, étant donné qu'il était parmi les membres du fondateur, membre du collège, non, du collège des commissaires généraux. Les commissaires généraux, oui. À l'époque, il était encore étudiant. Bien sûr. Qu'on a appris comme ça sur le banc de l'école, qu'on a responsabilisé. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, qui suis un peu dans une démarche d'entrepreneuriat, il n'a pas eu la même démarche de prise, c'est-à-dire de création d'initiative. Oui. Je crois que c'est son problème. J'ai eu le titiller un peu au moment où on s'entendait encore bien. Je lui ai dit que même le pouvoir coutumier, on négocie. On ne peut pas rester rigide, attendre à ce qu'on vienne vous donner le pouvoir sur un plateau d'or. M. Tshisekedi a toujours attendu qu'on lui donne un pouvoir sur le plateau D'où d'or. aujourd'hui un nouveau terme qui est rentré maintenant dans le jargon quinois, j'attends mon impérium. Alors, si moi je suis un manager projet, oui. Si on attend un impérium, c'est-à-dire on s'est fixé les objectifs, bien sûr. On s'est donné les moyens. Quels sont les moyens qui s'est donné pour atteindre son impérium? Point d'interrogation. Donc, vous êtes journaliste, je vous laisse faire l'investigation pour que vous puissiez vous-même savoir, parce que nous sommes aujourd'hui au mois d'avril 2013. Oui. L'impérium aura lieu quand? Parce que pendant ce temps, M. Pouloulou, pendant ce temps, le pays est bloqué. Le pays est bloqué parce que le camp de Kabila reste figé sur ses positions. Le camp de Tshisekedi reste figé sur ses positions. Mais au milieu, c'est le peuple congolais qui est pris en otage. C'est le pays qui est bloqué. Un jour, nous allons nous réveiller avec un pays dépiécé. Oui, mais je comprends justement pourquoi vous déclassez, vous voulez que les choses bougent. Mais comment faire bouger les choses? Aujourd'hui, le CDPS, comment entendez-vous faire bouger les choses? C'est pour cela que lors de la dernière conférence du président du CDPS, on a fait 10 propositions pour la sortie de la crise. Le pays il est bloqué. Il faut, à un certain moment, que nous soyons responsables. Si on prend... Je retrouve là le terme dynamique. Il faut insuffler une certaine dynamique. Tout à fait. Oui. Il faut créer une certaine dynamisme pour permettre à ce que la situation du pays se développe. Donc on a fait 10 propositions
qui vont dans le sens de pouvoir retrouver, de se retrouver. Il faut qu'on se parle. Quand nous prenons le cas de Zimbabwe, le Premier ministre actuel, Tsvangirai, un grand opposant au président Mugabe, qui a connu beaucoup la prison, sa femme elle-même morte donc dans un accident provoqué par le pouvoir. Mais pour l'intérêt du pays, le Tsvangirai a accepté de travailler avec l'ennemi pour débloquer la situation. Pourquoi nous ne le ferions pas, nous, compte tenu des enjeux politiques en vue, pour permettre à ce que le pays fonctionne? Parce qu'aujourd'hui, le pays est bloqué à cause des caprices des politiciens. Il faut savoir que nous sommes des passagers sur cette terre. Il y a la génération qui va venir. Quel héritage allons-nous laisser à la génération? C'est ça. Il faut qu'on se pose cette question-là. Si on fait la politique, c'est pour une bonne cause. Oui, mais M. Kabea, que même si aujourd'hui les ponts sont coupés avec ceux qui sont restés autour de Tshisekedi, mais il reste quand même des petits canaux qu'on peut activer. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour justement faire fléchir cette rigidité de M. Tshisekedi? Est-ce que vous avez tenté quand même? Tout a été tenté. Tout a été tenté, et connaissant l'homme, ce n'est pas 80 ans qu'on peut faire changer un arbre qui a pris une certaine tangente. Tout a été tenté. Je suis d'accord. Mais parce que je vous signale que même ceux qui sont autour de lui, nous dialoguons. Oui. Il y a ceux qui rêvent même qu'un jour nous allons arriver à vous réconcilier. À nous réconcilier. Nous sommes tout à fait d'accord, nous sommes prêts. C'est pour ça que je vous ai dit, nous faisons de l'opposition républicaine. Pour l'intérêt du pays, tous ceux qui vont dans la démarche que nous, sans vous le cacher, nous sommes dans une démarche socio-démocrate, ceux qui vont dans cette démarche, qui ont cette idéologie-là, qui vont dans cette démarche-là, demain, nous sommes prêts à se mettre autour d'une table avec tout le monde. Nous dialoguons d'ailleurs avec tout le monde. Je vais être méchant, mais en politique, souvent, il faut tuer le père. Du coup, Sarkozy a tué le père, Chirac, pour s'en affranchir et arriver au pouvoir. Jospin a fait le devoir d'inventaire pour dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Aujourd'hui, ce livre, si on peut considérer un devoir d'inventaire. Ouais. Donc, je ne souhaiterais pas aller dans le sens de tuer le père, parce que déjà que nous avons été accusés d'avoir fait des fétiches pour tuer Tshisekedi, alors je ne veux pas me faire dire que... Ça, c'est l'expression, je crois que l'expression serait mal comprise. Ben, je vous laisse cette expression-là, je ne veux pas que ça sorte de ma bouche. Donc, le livre-là, c'était un devoir d'inventaire. Donc, si vous pourriez prendre ça dans le sens de tuer le père, nous avons voulu sortir les vérités pour que le peuple congolais, même si il reste encore fanatique de l'homme de l'Imité, mais les langues commencent à se délier. Ceux qui nous condamnaient hier commencent à nous donner raison, parce que même certains amis de l'Imité viennent prendre la carte d'adhésion à Rigini. Donc, c'est pour dire que les choses évoluent. Est-ce que vous croyez à ce dialogue qui finalement devient une arlésienne? Vous l'avez souligné ici, si ce dialogue n'a pas pu, appelé par Kabila, a encore du mal à s'installer, à prendre sur les rails, c'est peut-être parce que dès le départ, Tshisekedi a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt d'aller dialoguer avec celui qui attend qu'on lui ramène le pouvoir. C'est un peu ça. Est-ce que le Congo aujourd'hui, vous qui avez vécu Sun City, qui avez vécu d'autres dialogues, et connaissons le manque d'esprit de concession qui caractérise le Congolais, un dialogue de plus peut-il changer quelque chose? Ben, de toute façon, en politique, on est amené à dialoguer chaque jour. Regardez Kampala, ça dure depuis 4 mois. Ouais. Ça n'avance pas? Kampala, ça dure de 4 mois, c'est parce que le projet a été mal conçu dès le départ. Je suis de ceux qui pensent que dans la situation actuelle, le gouvernement ne veut pas négocier avec les gens de Kampala. Nous l'avons évoqué dans notre... Dans vos 10 propositions. Oui, donc il ne fallait pas...
pourquoi accepter d'aller négocier seulement avec Kampala quand, à l'intérieur du pays, on refuse de négocier avec ceux qui n'ont pas pris les armes? Donc, dans ce pays-là, il faut prendre les armes pour se faire entendre. Vous comptez le faire? Non, ce n'est pas de notre objectif. Le peuple congolais a beaucoup souffert. Nous pensons que il va falloir que chacun puisse mettre un peu de l'eau dans son verre de vin. Vous évoquez le cas de... Il n'y a pas que le camp de Tshisekedi qui est rigide. Kabila est pris en otage aussi par les membres de son camp. Son entourage, oui. Son entourage qui a peur de perdre toutes les prérogatives du pouvoir. Ou les privilèges. Les privilèges du pouvoir. Et ce qui m'étonne, quand je suis souvent branché sur Radio Okapi au bureau, ce qui m'étonne est que les plus virulents qui refusent le dialogue, ce sont les anciens mobutistes qui savent dans quelles conditions ils ont fui ce pays-là. On a l'impression que... Et même ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe par exemple au Sénégal, même en Centrafrique, ne semble pas donner des leçons aux Congolais. Mais M. Kabeya, aujourd'hui, s'il y a un message que vous avez envie d'envoyer, parce qu'à vous suivre, vous savez, et les Congolais le savent, que tout seul, aucun parti d'opposition ne peut arriver à changer les choses. Et il faut une vraie rencontre, une vraie mise en commun des forces. Et aujourd'hui, Tshisekedi étant incontournable, même âgé, il est incontournable. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à ceux qui sont autour de Tshisekedi? Qu'ils soient ouverts. Qu'ils soient ouverts au dialogue. Et je sais qu'ils sont ouverts au dialogue. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas le courage de dire en face, comme nous on le faisait à l'époque, dire en face à Tshisekedi que ça ne se passe pas comme ça. Qu'ils soient ouverts et qu'ils prennent leur courage entre les mains pour montrer à leur chef, parce que c'est leur chef aujourd'hui, nous avons notre direction politique, qu'ils disent à leur chef que le pays est bloqué. Il va falloir quand même qu'on amorce une certaine stratégie pour débloquer et donner la possibilité au peuple congolais de sortir la tête de l'eau et de permettre à ce que la situation socio-économique, même si le gouvernement Matata nous parle de croissance à 7%, la croissance, le peuple congolais l'attend dans son assiette. Ce n'est pas sur le plan macroéconomique. Tout le monde ne mange pas la macroéconomique. Donc c'est dans son assiette. Donc, la croissance, on veut voir ça dans l'assiette. Le macro n'a pas encore 4 pattes comme tout. Non, pas du tout. Alors, M. Kabeya, aujourd'hui, un pays comme le Congo, qui était hier Zaïre, avait une place centrale en Afrique centrale, était représenté dans beaucoup de grandes organisations internationales. Aujourd'hui, le pays semble s'être replié sur lui-même. Et même vous qui êtes en dehors du cercle du pouvoir, vous semblez ne pas faire d'efforts pour ouvrir le pays à l'extérieur. Est-ce que cela est une bonne chose? Ça c'est un de deux. Parce que pourquoi je me dis, vous parlez d'un ouvrage écrit par des universitaires, des journalistes, élites du Congo, un ouvrage qui, entre guillemets, semble encore une fois tourner vers l'extérieur parce que on fait en état des lieux un beau diagnostic, mais on semble oublier qu'aujourd'hui, ce gros pensum, si vous le donnez à l'extérieur, il va aller rejoindre d'autres documents. Il n'y a pas de document de synthèse, il n'y a pas un discours fort. Vous, au moins, vous avez synthétisé en 10 points. Comment aller, et je repose ma question, aujourd'hui, ne faut-il pas tout repenser dans la stratégie, dans la démarche même de communication des cadres des partis politiques congolais aujourd'hui? C'est la raison d'être de ma présence ici. Il faut communiquer. Pour communiquer, il faut le moyen. Donc, dans le cas qui concerne mon parti, nous traversons une période très difficile. Nous sommes un parti jeune qui a été créé dans le traumatisme, avec tout ce qu'il y a eu comme médisance autour de nous. Sur le plan financier, je ne peux pas vous cacher. Donc, on comprend, mais là, vous devez aujourd'hui refaire l'image du CDPS. Oui.
Oui. Donc nous nous efforçons, c'est pour cela qu'il y a le Conseil national qui s'est réuni en début du mois de mai pour la révision des statuts, parce que ces statuts, comme de 2009, de 2009, ça a été conçu dans le cadre de l'UDPS. Nous voulons un peu couper le cordon ombilical pour nous donner une vision de façon à ce que le peuple congolais puisse comprendre notre démarche aujourd'hui. Monsieur Kabeya, beaucoup de DPSiens ont été débauchés par le pouvoir. Beaucoup aussi de ceux qui ont été élus au nom du DPS ont choisi d'aller au Parlement. Est-ce que vous appuyez, vous cautionnez une telle démarche? Écoutez, quand on a été élu par le peuple, on détient le mandat du peuple. Alors, moi je ne comprends pas cette politique de la chaise vide parce que je suis un ancien de l'UDPS, que nous avons pratiqué depuis plus de 30 ans. À quoi cela nous a apporté? Que de malheur, que de souffrance, que vous parlez tout à l'heure du niveau de présence sur la scène internationale du Congo. Oui. Mais le Congo aujourd'hui est malade. Le Congo est malade de ses dirigeants, de son management. Nous n'avons pas un leadership à la tête du pays qui peut vraiment tirer ce pays-là, être un moteur. Or, le Congo devait être un moteur au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de la SADC, même au niveau de l'Afrique globalement, comme il était. Mobutu était mauvais sur autre chose, mais je me rappelle quand je suis arrivé en Pologne en 88, j'étais respecté en tant que Zaïrois. On s'est rappelé d'un dirigeant avec sa toque de léopard. Ouais. Donc on avait un aura. Au jour d'aujourd'hui, se présenter comme un Congolais de Kinshasa, c'est être rigolé au nez. On va terminer, M. Kabeya, on rappelle quand même que vous faites partie de ces Congolais de la diaspora. On rappelle souvent que presque tout le monde dans les années 80 ici, en France par exemple, on était tous de l'UDPS. Aujourd'hui, les rangs se sont clairsemés, mais il y a une nouvelle génération. Nos enfants, les petits-enfants de Tshisekedi, ont choisi un combat radical allant jusqu'à la violence. Que pensez-vous de ces combattants? Puisqu'ils ont repris le terme que l'UDPS a toujours utilisé pour ses militants. Vous savez, la violence appelle toujours la violence. Je ne condamne pas et je n'encourage pas. Quand ce qui est fait ici, ces jeunes gens répliquent ce que le pouvoir fait sur place. Donc c'est une façon de répondre à ce qui s'est fait sur place. À la violence que subissent leurs parents. À la violence subie par les parents et leurs frères sur le terrain. Est-ce que cela est une réponse à une crise? Je dis non. C'est pour cela que je pense que dans les deux camps, que ce soit du camp du pouvoir ou du camp de nos jeunes, cela doit commencer d'abord par le pouvoir pour instaurer un climat sain à l'intérieur du pays. De façon, au jour d'aujourd'hui, quelle est cette autorité-là qui peut se permettre encore de venir ventru, se promener à Paris? Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas honorable pour un pays. Donc, je pense que le pouvoir de Kinshasa a le devoir d'établir un climat sain pour permettre que le peuple congolais puisse dialoguer, qu'on puisse se parler. Nous sommes des Africains, l'arbre à palabre a existé dans toutes les provinces du Congo. Quand il y avait des problèmes, les vieux du village se retrouvaient pour résoudre les problèmes. Il n'y a pas de problème insurmontable. Donc le pouvoir sur place ouvre le premier le dialogue pour permettre à ce que les jeunes gens... Moi, je vais vous expliquer. J'en ai parlé à un ministre au cours de mon séjour. Je crois que c'est la période où nous étions avec vous à Kinshasa. J'ai dit à un ministre, vous savez que tous les jeunes gens qui réagissent en Europe, c'est en quelque sorte un appel d'air. Parce que parmi ces jeunes-là, il y a les bacs plus 3, les bacs plus 4, les bacs plus 5 qui ne trouvent pas du travail. Qui parfois, j'ai reçu ce matin à mon bureau un confrère, un compatriote avec une thèse.
qui n'a pas du travail, qui veut même trouver un travail même dans... de manutentionnaire pour des... manutentionnaire ou comme gardien. Mais devant une telle personne qui a sacrifié, je ne sais pas, 8 ans d'études pour se retrouver dans cette situation-là, pendant qu'il a un pays riche, potentiellement riche, où il pouvait contribuer à son développement, quelle réponse il va donner aux autorités vont venir? J'ai dit à ce ministre, j'ai dit, ces jeunes gens-là, ils font un appel d'air. Vous préférez faire confiance aux expatriés, aux Libanais aventuriers, aux Pakistanais. Vous refusez d'utiliser la main-d'œuvre congolaise, que ce soit celle qui est ici ou celle qui est dans la diaspora, pour contribuer au développement du pays. Mais comment voulez-vous que ces jeunes gens-là ne puissent pas réagir pour vous dire « Oh, nous existons quand même ». Beaucoup ont été, il y a certains parmi les cadres qui se trouvent ici, envoyés par les entreprises en formation, qui n'ont jamais été... qui sont restés là parce que les entreprises n'ont pas voulu les reprendre. Ou même les entreprises qui n'existent plus. N'existent plus. Voilà. Où on prend les gens en fonction de l'obédience, en fonction de l'appartenance, tout ça parce qu'on a des relations avec... Tout le monde n'a pas de relations. Moi, je suis un fils d'un paysan. Si, à l'époque, l'école n'était pas gratuite, moi, j'ai terminé à l'école technique d'éducation, de la 3e année jusqu'à la fin de l'école technique, j'ai étudié gratuitement. Bien sûr. Et à la sortie de l'école... Aujourd'hui, l'école est payante, je vous rappelle. Aujourd'hui, l'école est payante. Ouais, même en primaire. Mais, alors, si, à cette époque-là, fils d'un paysan comme je suis, comment je pouvais décrocher le diplôme d'ingénieur que j'ai aujourd'hui? Donc, le chantier du Congo est vaste. Nous sommes égoïstes, disons nous, la génération, qui avons profité de ce que les Belges avaient laissé, nous sommes égoïstes par rapport à la nouvelle génération. Monsieur Kabeya Kachama Mutoke, membre du directoire du CDPS, aujourd'hui dans nos studios, merci d'avoir partagé avec nous et surtout nous recommandons en tout cas ce livre blanc sur le DPS, l'inventaire, droit d'inventaire, parce que vous l'avez souligné, vous étiez membre de l'UDPS et que vous avez connu ce parti de l'intérieur et j'espère au moins quelque part il comporte aussi des suggestions pour que l'UDPS ne disparaisse pas avec l'un de ses pères fondateurs, comme on l'a vu parfois chez nous, quand Franco est parti, le Kinshasa est parti. Notre problème, ce n'est pas fondé sur l'homme. Notre problème, c'est le pays. Le pays. L'UDPS s'est battu pour l'instauration d'un état de droit. Alors, notre lutte lors du congrès de 2009, c'était réellement que nous soyons le modèle, c'est-à-dire respectueux de textes du parti, pour que nous puissions le relier sur le plan national, dans la gestion de l'État, dans la gestion de la cité. Donc, le livre, c'est un droit d'inventaire, mais notre préoccupation aujourd'hui, que l'UDPS meurt avec Tshisekedi, ce n'est pas mon problème. Notre problème, c'est l'avenir du Congo aujourd'hui. Merci, monsieur Kabeya Kachama. Merci d'avoir été de notre sur le Grand Likita. Merci de m'avoir reçu dans votre studio.